et bienvenue sur Psynco. Je suis Lauriane, je suis psychologue et ensemble, ici, on décrypte des phénomènes psychologiques grâce à la pop culture et à des phénomènes de société. Justement, on démarre le format What's in your mind avec la sombre affaire criminelle Genovese, à l'origine d'importantes découvertes en psychologie sociale. Vous voyez ce genre de moment où vous assistez à une scène d'injustice ou de violence en public et que personne ne réagit? Eh bien, malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Catherine Suzanne Genovese, sauvagement tuée dans la nuit du 13 au 14 mars 1964. Son meurtre durera 1h30 et ce n'est pas moins de 38 témoins qui assisteront à la scène sans intervenir. Attention, dans cette vidéo, nous allons parler de meurtre, d'agression physique et d'agression sexuelle. Si ces thématiques sont sensibles pour vous, je vous invite à aller regarder une autre vidéo. Catherine, également surnommée Kitty Genovese, est une jeune femme de 28 ans, née en 1935, qui vit dans le Queens avec sa compagne. Ambitieuse, libre et indépendante, elle est très appréciée des personnes de son quartier. Elle projette d'ouvrir son propre restaurant italien et pour cela, elle enchaîne différents jobs alimentaires et accepte un poste de manager dans le bar Elf's 11th Hour. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1964, Kitty quitte son travail et prend sa voiture pour rejoindre son domicile. Elle ne s'en aperçoit pas, mais une voiture blanche la suit jusqu'à ce qu'elle se gare sur un parking près de son immeuble. Le conducteur, Winston Mosley, laisse sa voiture un peu plus loin et s'approche de Kitty avec un couteau dans la main. Lorsqu'elle le remarque, la jeune femme sent le danger et essaye de s'enfuir. Malheureusement, il est déjà trop tard et Mosley la poignarde dans le dos. Alerté par les cris, en face de son immeuble, un voisin se réveille, se met à la fenêtre et somme à l'agresseur de laisser la victime tranquille. D'autres voisins se réveillent, des lumières s'allument un petit peu partout, Mosley a peur et prend la fuite. Après quelques instants, Kitty arrive péniblement à se glisser jusqu'à la porte de son immeuble. Elle s'allonge dans le couloir, persuadée que les voisins ont appelé les secours et qu'ils vont bientôt arriver. Malheureusement, lorsque la porte s'ouvre, elle découvre avec horreur que c'est Mosley qui revient à la charge. Il la poignarde à nouveau, l'agresse sexuellement et la laissera pour morte. Bien qu'elle ait encore lancé de nombreux cris de détresse, personne ne lui viendra en aide avant la fin de l'agression, qui durera 1h30. Lorsque les secours arrivent, après qu'une voisine les ait enfin appelés, il est déjà trop tard. Kitty succombera à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. De leur côté, les agents de police arrivent également et commencent à interroger le voisinage. Ce qu'ils entendent les sidère et sera révélé un peu plus tard dans un article du New York Times qui indignera la mairie. D'après l'un des commissaires, 38 témoins auraient assisté à la scène sans rien faire. Par exemple, l'un d'eux se serait rendu dans la cage d'escalier et aurait vu Kitty être poignardée. Mais préférant ne pas s'en mêler, il aurait préféré remonter chez lui et s'enfermer à double tour. Un autre voisin, lui, explique que pour ne plus entendre les cris de Kitty, il aurait monté le son de sa radio. Et puis encore un autre explique qu'à son goût, il faisait trop froid pour sortir. Très surpris par ces comportements, Latané et Darnley, deux psychologues, vont lancer des recherches pour comprendre comment et pourquoi autant de personnes ont assisté à une telle scène sans intervenir et en restant immobiles. En 1968, ils démontrent dans une de leurs études que la taille du groupe de témoins dans une situation d'urgence influence nettement la probabilité qu'un individu intervienne. Plus précisément, les résultats démontrent qu'un individu seul en contact avec la victime interviendra dans 85% des cas, contre 31% des cas lorsqu'au moins 4 autres personnes sont présentes. Ce phénomène est alors baptisé l'effet témoin, l'effet spectateur ou encore le syndrome Genovese. Il semblerait d'ailleurs que les travaux de Latané et Darnley aient énormément influencé le développement et l'introduction de lois dans le Code pénal des États-Unis et d'autres pays concernant la non-assistance à personne en danger. Bon, mais pour aller plus loin, comment se fait-il que la présence d'autrui influence autant notre prise de décision ? De base, pour prendre une décision dans une situation spécifique, nous allons passer par plusieurs étapes de réflexion. Premièrement, notre cerveau va collecter plusieurs informations sur la situation en cours pour déterminer si elle est urgente ou non et si oui, à quel degré. Deuxièmement, nous allons évaluer notre responsabilité personnelle vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Et enfin, troisièmement,
Nous allons déterminer si oui ou non nous avons les compétences nécessaires pour intervenir. Jusque-là, rien de très surprenant, ce processus de réflexion semble tout à fait logique. Mais justement, c'est quand d'autres personnes sont présentes que cela va nous biaiser de 3 manières différentes. Tout d'abord, en présence d'autres personnes, nous allons nous demander que font les autres. Par exemple, si je suis dans la rue et que j'entends un cri, mon premier réflexe, ça va être de regarder un petit peu autour de moi comment réagissent les autres personnes et si elles interprètent la situation un peu de la même manière que moi je l'interprète. Sauf que voilà, si nous adoptons tous la même stratégie et que nous restons là à nous observer mutuellement, personne ne fait rien et nous risquons à tort de nous dire que finalement, la situation n'est pas si urgente que ça. Deuxièmement, nous allons nous demander pourquoi je vais avoir l'air si je me trompe. C'est-à-dire que si après avoir entendu ce cri, je me précipite vers quelqu'un pour intervenir et qu'en fait il s'agissait juste d'un éclat de rire ou d'un jeu, je sais pas trop pourquoi je vais passer. Alors finalement, plutôt que de paraître ridicule, je préfère ne rien faire et garder une bonne évaluation aux yeux des autres. Et enfin, nous allons nous demander pourquoi moi plutôt qu'un autre. Et cela s'appelle la dilution de responsabilité. Pour reprendre notre exemple, si quelqu'un d'autre se trouve plus près de là où nous avons entendu le cri, pourquoi est-ce que moi je devrais y aller? Lui, il est juste à côté. Seul face à une situation d'urgence, nous savons que la responsabilité d'intervenir ou non nous appartient entièrement. En revanche, lorsque d'autres personnes sont présentes, nous avons tendance à diviser cette responsabilité par le nombre d'individus. Malheureusement, là encore, si tout le monde adopte la même stratégie, nous allons tous rester passifs. De nature curieuse, j'aimerais beaucoup savoir si vous avez déjà observé ces réactions chez les autres ou même chez vous. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences dans l'espace commentaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à me soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo autour de vous. Alors, cet effet témoin est-il systématique? Heureusement, non. Et plusieurs paramètres vont nous permettre de le contrer. Avant d'aller plus loin, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de se dire que leur personnalité ou leur engagement vis-à-vis d'une religion ou d'une autre peut leur permettre de ne pas succomber à un tel effet. Eh bien, d'après de nombreuses études à ce sujet, non. Nous sommes bien toutes et tous susceptibles à un moment donné de notre vie de ne pas tendre la main à notre prochain. En revanche, lorsque l'urgence de la situation est déterminée et qu'elle ne fait preuve d'aucune ambiguïté, qu'un individu soit seul ou en groupe, il réagira avec la même probabilité. Par exemple, à Lyon, il y a quelques années, une jeune femme était menacée de mort et frappée par son ex-compagnon en pleine rue. Des passants se sont immédiatement arrêtés et ont contenu l'agresseur jusqu'à l'arrivée des secours. Je vous vois venir. Et pour Kitty alors? Eh bien, nous mettons ici le doigt sur une énorme controverse qui concerne cette affaire. Plusieurs années après la parution du fameux article dans le New York Times, l'exploration de registres a permis de démontrer que sur les 38 témoins présents, en réalité, seulement très peu d'entre eux avaient assisté à la scène ou à des morceaux de scène. Certains n'ont entendu que des bruits et c'est justement ce qui a donné un caractère d'ambiguïté à la situation. Plusieurs voisins ont donc cru à une querelle entre amoureux ou à une dispute entre personnes sourdes. Parmi les quelques voisins qui ont bien assisté à des morceaux de l'agression, souvenons-nous que le premier voisin à avoir été témoin de la scène est bel et bien intervenu. Et il semblerait en fait qu'au moins 2 autres personnes aient tenté de joindre la police. C'est elle qui aurait jugé la situation comme étant non urgente et n'aurait pas envoyé les forces de l'ordre sur place. Rappelons-nous qu'à cette époque, le 911 n'existe pas. Et c'est justement grâce à cette affaire que ce système se développera aux États-Unis. Il a également été prouvé que lorsque le groupe de témoins est composé de personnes qui se connaissent, la peur d'être jugé par les autres sera moins importante et donc l'action sera beaucoup plus rapide. C'est le cas pour un groupe de jeunes dans le sud de la France qui a pu intervenir face à un prédateur sexuel qui s'apprêtait à passer à l'action et là encore qui a permis de le maîtriser jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre et des secours. Un autre facteur est que lorsque l'un des témoins, même s'il est en groupe, possède une expérience ou une expertise vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, il considérera sa part de responsabilité comme étant plus importante et donc il passera à l'action plus facilement que les autres. Je me souviens par exemple d'un homme dans un parc aquatique quand j'étais plus jeune qui tenait un bébé dans les bras. Il est tombé dans les escaliers devant
beaucoup de personnes. Les premières à s'être précipitées vers lui se sont présentées comme étant soit infirmiers, soit pompiers. Enfin, l'implication directe de l'un des témoins par la victime est sans doute l'une des clés les plus efficaces pour contrer cet effet témoin. J'en ai moi-même fait l'expérience à l'étranger, dans un métro. Face à l'agresseur, j'ai expliqué à l'homme qui se trouvait à côté de moi que j'avais peur et que j'avais besoin d'aide. Il a immédiatement réagi et tout est resté sous contrôle. En conclusion, si le nombre de témoins du meurtre de Kitty Genovese était finalement bien moindre que celui qui avait été annoncé, il n'en reste pas moins le point de départ de grandes recherches sur nos comportements humains. Il nous est aujourd'hui possible de mieux comprendre pourquoi les autres, ou nous-mêmes, ne réagissons pas toujours en situation d'urgence lorsque nous sommes en groupe, et de comprendre aussi quels leviers psychologiques nous pouvons actionner pour ne pas rester soumis à ce phénomène. Maintenant que nous avons connaissance de l'existence de l'effet témoin, soyons plus attentifs à nos réactions pour nous protéger et mieux protéger les personnes qui nous entourent. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez en description les médias sur lesquels je me suis appuyée pour construire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire et de ce syndrome. N'hésitez pas non plus à me partager vos idées si vous souhaitez que j'aborde un phénomène psychologique en particulier. À bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!